Merci beaucoup, merci pour la question et merci d'avoir choisi ma modeste personne pour contribuer à l'actualité du pays. Et donc, c'est vrai que les accords signés à Washington, il y en a eu deux, je dois le préciser. Il y a un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et puis, il y a les accords directs entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Et de ces deux rapports, nous pensons que la base de ces deux rapports, c'était de nous apporter la paix, et une paix définitive. Parce que notre pays fait face à des guerres depuis plus de 30 ans, comme vous le savez. Et nous avons pensé que nous avons soutenu cet accord, on a soutenu le chef de l'État, nous avons pensé que c'était une idée géniale de pouvoir obtenir un accord avec les Américains directement. Parce que nous avons nos richesses, nous avons des ressources dont le monde a besoin. Nous avons les Chinois qui exploitent les minéraux congolais et que c'est issu d'un accord avec les prédécesseurs. Mais par contre, cet accord avec les Chinois ne nous a pas vraiment apporté les développements souhaités. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de détournements, de surfacturations, de corruption pour que nous puissions établir ce rapport. Et nous avons pensé qu'avec les États-Unis, ça serait un rapport gagnant pour la République démocratique du Congo parce que les États-Unis sont quand même un État qui combat la corruption, qui prône l'éthique et la morale. Et nous pensons qu'avec ces valeurs, ça peut permettre que tout ce que nous avons signé avec eux dans le cadre des affaires entre la République démocratique du Congo et les États-Unis produira des effets et apportera les développements parce qu'il y a d'un côté le mine et de l'autre côté le développement des infrastructures. Mais au-delà de tout cela, pour que ça soit accompli, il faut effectivement qu'il y ait une paix et qu'il y ait une sécurité pour tous les investissements qui viendraient. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que cet accord apporterait une paix définitive parce que du moment que les Américains investissent dans notre pays. Mais il se trouve que la République démocratique du Congo ne vit pas d'une manière isolée. Nous sommes dans un monde où on parle maintenant de mondialisation et tout autour de nous, nous avons des voisins. Et la République démocratique du Congo, de ce côté où sont produits par exemple les coltans et les autres, nous n'avons pas une frontière vers la mer. Notre frontière vers la mer, c'est vers Mwanda. Et donc, du coup, nous devions effectivement signer des accords avec des pays voisins, notamment le Rwanda qui est là, qui peut nous permettre de nous faciliter pour que nos produits, nos minéraux soient évacués par le Rwanda jusqu'à atteindre Tanzanie ou Nairobi pour que ça soit évacué par exemple. Et donc ça, c'est des effets, ce sont des situations géographiques qui nous mettent ensemble avec le Rwanda, qui nous permet ou qui nous oblige de travailler, de collaborer avec eux. Et donc, pour nous, en tant que pays, le président de la République, c'est dans cette bonne foi qu'il veut qu'il y ait le développement de la région, parce que n'oubliez pas, François Fanon avait dit la République démocratique du Congo, au niveau de l'Afrique, c'est la gâchette qui peut déclencher les développements. Et si on peut on peut déclencher les développements pour que ça puisse impacter le Rwanda et les autres pays, ça sera sous le leadership de la République démocratique du Congo. Donc, c'est pas mauvais. Mais par contre, la difficulté que nous avons ici, c'est que nous sommes face à un interlocuteur qui n'est pas sérieux. Paul Kagame, il n'est pas du tout sérieux. Il a des arrière-pensées. Il a un plan derrière tout ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il nous présente le jour, ce n'est pas ce qu'il lui il fait la nuit. Ça, nous devons le savoir. Et même quand nous partons dans un tel accord, nous devons savoir avec qui nous traitons et comment nous devons nous comporter vis-à-vis d'une personne de cette nature. Donc pour le Rwanda, ils ont deux problèmes majeurs. Vous savez que c'est un pays qui n'a pas de ressources, et tout ça, et dont l'espace est réduit. Et donc pour le Rwanda aujourd'hui, pour trouver un peu de richesse, parce que le Rwanda, il faut le dire qu'à 50%, ils vivaient des dons de la communauté internationale. Et donc pour eux, la République démocratique du Congo, c'est une possibilité pour eux d'obtenir facilement, par les pillages, par les vols, par le chaos qu'ils constituent, des ressources pour maintenir son armée, maintenir son pays et s'organiser. Ça, c'est à moyen terme, à court et à moyen terme, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais à long terme, puisque le peuple rwandais, c'est un peuple, comme nous l'avons dit, c'est un peuple agro-pastoral. Ils ont besoin d'espace. Et une femme rwandaise
une femme rwandaise en moyenne met au monde 6 enfants. Et donc, si vous regardez du point de vue démographique, donc le Rwanda a une expansion démographique comme pas possible. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Le Rwanda est autour de 14-15 millions d'habitants. Sur ces, ils tournent autour de 500 habitants par kilomètre carré. Mais en 2050, ils seront à plus ou moins 800 ou 900 habitants par kilomètre carré. Donc pour 900 personnes, ils vont se partager 1 kilomètre carré au moment où la RDC, nous n'avons que 40 habitants par kilomètre carré. C'est pour montrer effectivement les grands problèmes que le Rwanda a. Et donc tout ce que le Rwanda est en train de faire, même tout ce que nous allons faire en discutant avec eux, nous devons savoir qu'ils ont un plan à la fin, c'est trouver de l'espace pour leur population qui va exploser. Et donc voilà pourquoi ils cherchent les terres, ils veulent mettre les chaos pour que nos populations qui sont là puissent partir, quitter les terrains, se déplacer, et ils sont en train de remplacer par leurs citoyens. Et même quand ils parlent aujourd'hui, ils parlent des réfugiés qui doivent arriver, 100 000 réfugiés. Vous savez, pour réinstaller 100 000 réfugiés, il faut quel espace? Mais c'est un espace vaste aussi vaste que la ville de Kinshasa. Pour un peu, disons, oui, la Kinshasa, c'est vrai que je parle de Kinshasa centre. C'est aussi vaste que ça. Et donc, du coup, c'est un sérieux problème que nous avons avec le Rwanda, c'est celui-là. Donc, nous devons déjà savoir. Et en sachant cela, on peut se dire que même s'il y a ces accords, le Rwanda tentera toujours, s'il a la possibilité, de déstabiliser la République démocratique du Congo. Il est dans ce schéma, et aujourd'hui, le fait qu'il ait soutenu, avec preuve à l'appui, les rebelles pour arriver jusqu'à Uvira, ça veut dire qu'ils sont dans ce même schéma. Et donc, pour eux, ils ont signé des accords, mais c'est des accords, ils ont été poussés de faire une formalité, mais en réalité, ils ne veulent pas de ces accords. Et donc, c'est maintenant aux parrains, aux personnes de bonne foi qui ont, eux, confiance, qui ont fait confiance, qui ont vu la bonne foi du chef de l'État congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de dire qu'il va respecter, et il respecte les engagements et les accords qu'il a signés. C'est à eux maintenant de nous départager et de voir qui est sérieux, qui dit vrai, qui disait vrai et qui ne le dit pas. Ça, c'est une preuve qui montre que le Rwanda ne veut absolument pas laisser la République démocratique du Congo en paix. Et ça pose un sérieux problème entre voisins. Parce qu'aujourd'hui, la balle peut se retourner. Nous, les Congolais, nous pouvons également nous retrouver en train de commettre ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays, et ça ne sera pas bon. Donc, voilà. Alors, Président Kassasongo, vous avez parlé d'un interlocuteur qui n'est pas sérieux, un interlocuteur qui ne respecte pas les accords, oui. Mais nous avons un médiateur qui est puissant. Tout à fait. Une grande puissance, les États-Unis. Ce que fait aujourd'hui le Rwanda, ça constitue pour vous et nous un manque de respect vis-à-vis de l'accord, vis-à-vis des États-Unis aussi, qui a parrainé cette négociation. Vous ne trouvez pas que aujourd'hui, les États-Unis seraient aussi responsables de ce qui se passe dans l'Est? Mais croyez-moi, je veux être clair, cette situation ne va pas perdurer. C'est question de quelques temps. Parce que, en suivant les États-Unis, en suivant le président Trump, il lui a été explicitement posé la question de dire que ici les accords sont en train d'être signés, mais vous voyez que le Rwanda, il continue sur le terrain et tout le reste. Il a dit ça va se terminer d'un moment à l'autre. Vous savez, le président Trump, c'est quelqu'un qui veut porter la carrure de quelqu'un qui amène la paix et tout le reste. Et par rapport à son ego, il ne voudra pas que le Rwanda ou Paul Kagame puisse se foutre de tous les accords qu'il y a eu. Et donc vous estimez vraiment que le président vous ouvre ses bureaux, vous ouvre ses portes, vous y allez, vous signez en disant que non, voilà, nous allons nous y atteler à ces accords, mais vous continuez à faire le malin. Donc je crois que ça va se terminer, et c'est là où nous devons effectivement pousser tous ces parrains qui ont, d'une manière ou une autre, contraint aussi la République démocratique du Congo à aller vers cet accord, à aller signer avec le Rwanda. C'est à eux également de prendre leurs responsabilités pour que le Rwanda soit déjà sanctionné, parce que nous nous basons aussi sur la résolution 27
73. Qui n'a jamais été respectée. Oui, mais cette résolution doit être respectée. Cette résolution impose qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda, impose que le Rwanda puisse se retirer de la République démocratique du Congo. Et donc, nous ne devons pas aller à gauche ou à droite. Et c'est là où maintenant, il fallait que nous, en tant que Congolais, nous puissions nous saisir. Même tout au long de toutes ces discussions, tous les dialogues que nous avons eus, notre base ou notre Bible devait être le 27-73. Mais quelquefois, nous nous en sommes un peu écartés un tout petit peu. Et donc, voilà un peu la situation qui nous arrive pour le moment. Qui arrêtera le Rwanda? Le Rwanda sera arrêté par sa propre folie. Là où ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas la capacité d'arriver jusqu'à Kinshasa. Ils n'ont pas la capacité de prendre de plus vastes étendues au-delà de là où ils sont. Parce que là où ils sont, ils peuvent facilement amener les renforts qui arrivent à tout moment. Mais ce n'est pas facile de ramener les renforts à Lubumbashi. Ce n'est pas facile de ramener les renforts à Kisangani en partant du Rwanda. Ce qu'ils font, c'est la folie. En fait, nous savons que c'est une folie. Le peuple congolais arrêtera le Rwanda. Si aujourd'hui nous nous mettons, nous soudons les coudes pour que nous puissions nous lever contre ces personnes qui nous attaquent. Parce que moi je ne vois pas les figurants, mais nous voyons, comme je dis ici tout à l'heure, que c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. Donc il n'y a rien, personne ne peut avancer s'il n'y a pas, si le Rwanda ne pouvait pas avancer s'il n'a pas des traîtres congolais. Malheureusement, il y a de ces traîtres qui les ouvrent la porte et qui entrent. Et donc nous espérons qu'en arrêtant ces traîtres, en arrêtant ces traîtres, en coupant la possibilité au Rwanda de continuer à alimenter la guerre et en faisant en sorte que l'accord que nous avons signé directement avec les États-Unis soit mis en œuvre, ça veut dire que nous puissions commencer à travailler déjà sur le projet de développement que nous allons présenter aux États-Unis, que nous puissions parler déjà sur les carrés miniers, sur les intérêts américains. Ils seront dans l'obligation de pouvoir arriver et de nous soutenir aussi sur le plan militaire et sur le plan militaire et des renseignements. Alors, Président Kaskasongo, vu le décor, ou je dirais la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, le schéma du dialogue ne se présente-t-il pas comme une nécessité urgente? Alors, la question du dialogue, il faut le prendre sur deux aspects. Et je pense même que le président de la République, il l'a toujours dit, nous sommes Africains et le dialogue pour les Africains, c'est quelque chose d'inné, d'ancré. Et donc l'Africain veut effectivement le dialogue et en particulier les Congolais. Vous savez, à l'époque, nous avons des arbres à palabres, des ceci, et surtout dans notre pays, nous en avons eu plusieurs. Et donc, nous devons effectivement arriver à un moment donné où nous allons dialoguer avec les Congolais. Et pour autant que nous puissions avoir les mêmes ambitions, les mêmes idées, et surtout comme base que nous puissions ensemble définir le point nos points limites où nous n'allons pas dépasser, ça veut dire garder l'espace territorial congolais sans qu'il ne soit balkanisé, alors qu'il y a certaines personnes qui parlent du fédéralisme pour aboutir à la balkanisation. Vous voyez, donc, on ne peut pas aujourd'hui aller discuter vaille que vaille. Si nous voulons discuter, nous voulons qu'il y ait un dialogue, mais il faut que les gens soient prédisposés à venir au dialogue. Et en voyant ce qui se passe sur le terrain, nous pensons qu'ils ne sont pas prédisposés à venir pour un dialogue entre Congolais. Mais le dialogue entre Congolais, c'est important. Et surtout que nous avons des opposants qui sont contre la guerre, qui sont là, des opposants qui sont contre la balkanisation et d'autres politiques qui sont contre la balkanisation. Le président de la République pouvait le faire en deux phases. La première des phases, c'est qu'il réunit d'abord autour de lui tous les Congolais, quelle que soit leur obédience politique, mais tant qu'ils ne soutiennent pas ceux qui sont dans la guerre. Ça peut se faire un dialogue autour de cela et en plus former un bloc maintenant compact pour que nous puissions affronter les autres qui sont de l'autre côté, même les brebis égarées. Ça veut dire qu'il y a des Congolais aussi qui sont de l'autre côté, que nous pouvons approcher à un moment donné, c'est des Congolais. Mais si nous sommes déjà un bloc avec les autres Congolais qui n'ont pas été corrompus par le Rwanda ou utilisés par le Rwanda, ça va nous donner de bonnes perspectives dans le dialogue que nous pouvons organiser. Il y a urgence. Il le faut.
Il le faut, c'est une nécessité. Urgence, mais c'est une nécessité. Je ne peux pas parler de l'urgence pour dire que non, il faut le faire tout de suite. C'est comme si, bon voilà, parce qu'ils ont pris Uvira, et c'est comme si nous sommes en train de... Nous avons perdu la face, ou nous n'avons plus de stratégie militaire à faire. Non, Goma, ça doit être... Uvira, oui. Et ils promettent encore, d'où l'urgence s'impose? Non, nous sommes disposés. Nous devons au fait être disposés à pouvoir dialoguer, comme je l'ai dit dans les deux schémas. Dernière question. L'opposition armée s'inviterait à ce schéma? Vous savez déjà qu'il n'y a pas une opposition armée. Quand on parle de l'armée, des opposants qui prennent l'arme. Qui se sont alignés dans les rangs de la rébellion. Oui, je comprends. Donc le rebelle, effectivement, si nous devons ouvrir un dialogue avec les rebelles, chose que je ne refuse pas à ce stade, nous ne devons pas le faire qu'avec le M23. Il y a plusieurs groupes armés, y compris les Ouazalendo qui sont là, qui demandent aussi les dialogues. Et tous les autres, nous parlons de l'Ituri, il faut au fait qu'il y ait un dialogue avec tout le monde. Il n'y a pas une particularité pour le M23 et AFC parce qu'ils ont tué beaucoup plus de Congolais, et donc ils doivent avoir des privilèges. Non, il faut que dans ces conditions-là, si nous voulons intégrer et parler avec eux, il faut qu'on parle avec tous les groupes armés. Comme ça, nous avons un dialogue vraiment inclusif congolais qui peut nous permettre de nous sortir de beaucoup de points négatifs que nous sommes en train de vivre maintenant. On reviendra à la place de l'État. Malheureusement, c'est ça la situation de la République démocratique du Congo. Et donc, à un moment donné... caser quelque part pour co-gérer. Alors là, ici, c'est que même les accords qui ont été signés avec le Rwanda ou avec Doha, c'est qu'il n'y aura pas de brassage et de mixage comme nous l'avons connu par le passé. C'est ça la différence. Par le passé, c'était un brassage général. Tout le monde intégré, tous les services. Mais maintenant, on dit que ça va être traité au cas par cas et l'évaluation sera la loyauté par rapport au pays et tout le reste. Donc, on ne va pas interdire aujourd'hui nos jeunes gens. Vous imaginez, nous avons des jeunes gens congolais qui ont été des forces utilisées par les Rwandais, des forces utilisées pour qu'ils deviennent aujourd'hui des combattants. Mais ceux-là, nous n'allons pas les rejeter. Il faut que nous puissions parler avec eux et ramener ceux qui voudront continuer dans l'armée, ils peuvent revenir à l'armée, mais ceux qui voudront retourner à la vie civile telle qu'ils étaient avant, ils peuvent toujours avoir dans les mécanismes des DDR la possibilité de retourner comme étant des civils. Merci beaucoup, Président Cassius. C'est moi qui vous remercie.